Aujourd'hui, au niveau du conflit de l'Est, c'est pas une question de droit, c'est une question de maîtriser l'histoire et de se questionner sur l'histoire pour comprendre tout ce qui s'est passé avec les accords et comprendre les vraies raisons qui sont des raisons de terre et des mines. Et là où j'ai vraiment plus appris, c'était dans la MECAS, puisqu'en fait, on comprenait qu'ils étaient vraiment dans la défense des réalités des Noirs dans les universités. Le droit humanitaire va nous ramener des ONG qui sont aussi complices dans ce qui se passe à l'Est du Congo. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas de barrière douanière parce qu'ils viennent soi-disant faire de l'humanitaire. Après, tant qu'on ne sera pas calqué sur nos réalités, c'est difficile d'appliquer le droit. Parce que le Congo, c'est une suite de signatures, d'accords, de brassages, de mixages. Et l'Afrique centrale a besoin de changement, mais un changement qui va permettre à sa population d'avoir un développement économique et social. Pourquoi nos autorités, quand ils sont malades, ils vont à l'étranger s'ils ont mis le système de santé qui est performant? Bonjour à tous, donc vous êtes sur la page de Destinée de juriste. Présentement aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un politicien congolais qui va gentiment se présenter et donc on aura l'occasion après de pouvoir discuter de son parcours et de son activité actuelle. Je t'en prie. Très bien, donc merci pour l'invitation Manon. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Zungu Magoza. Je suis né à Kinshasa et j'ai fait mes études en France et une partie au Congo. Et aujourd'hui, je suis assureur dans l'assurance dommages et assurance bancaire, donc fraude, assurance, moyen de paiement. Je suis également conférencier, je suis aussi professeur d'histoire des Noirs avec la KCA. Et je fais aussi des analyses politiques et aujourd'hui, je suis dans la politique congolaise. Ok, beau parcours. Donc on va avoir l'occasion de pouvoir approfondir un peu tout ça pour en inspirer quelques-uns. Donc ça va se dérouler en deux parties. On va d'abord aborder donc, ton parcours universitaire et dans une deuxième partie, on va parler de droit un peu plus concret, si je puis dire. Donc premièrement, les études que tu as effectuées à partir du lycée. Enfin, le lycée, en gros, les spécialités que tu as eues. Ensuite, en licence, quelle licence tu as faite? S'il y avait une spécialisation particulière, tu le précises aussi. Après, au lycée, j'ai fait une seconde générale. Après, je suis allé en ES, spé maths, spé espagnol. Et après, j'ai eu mon bac ES. Je suis arrivé à la Sorbonne, j'ai fait une licence. J'étais d'abord en économie et gestion. Et ensuite, je suis allé jusqu'en troisième année en étant dans la branche normale. Et en master, j'ai choisi master finance de marché. Au départ, je voulais faire gestion des entreprises, mais c'était un peu trop théorique. Donc, je suis allé en finance de marché, puis je l'ai eu là-bas. Et en parallèle, j'ai fait aussi du droit à SAS. Donc, après, j'ai fait tout type de droit, droit constit, propriété intellectuelle. J'ai fait un peu aussi le plus nul pour moi, c'était le droit admis. Mais bon, après, j'ai réussi à le valider. J'ai fait aussi droit des affaires, droit des sociétés. J'ai fait un peu tout type de droit, quoi. Ok. Et ensuite, j'ai fait un DUT finance compta à l'UT de Sani. Ça, c'était vraiment pour me spécialiser dans tout ce qui était fiscalité et comptabilité, pas d'entreprise, mais comptabilité analytique. Et j'ai eu aussi tout ce qui était solde, intermédiaire de gestion et la partie la plus énervée de la comptabilité. Et après, en parallèle, j'ai fait des cours de sciences politiques. Donc, pour pouvoir avoir une vision plus globale de ce que je pourrais faire aujourd'hui. C'est à peu près ça. Ok, ouais, donc c'est très très enrichi. Première question, pourquoi avoir choisi le droit? Après, j'ai choisi le droit parce que mes grandes sœurs ont fait du droit et mes cousines. Et après, on faisait beaucoup de débats à la maison et j'étais toujours fasciné par leur facilité d'avoir cette éloquence à parler. Et du coup, par mimétisme, j'ai fait du droit comme mes cousines et mes sœurs. Et après, je suis tombé dedans, j'ai apprécié. Et ça m'a permis aussi de faire des concours d'éloquence et donc j'ai apprécié de faire le droit parce que ça enrichit le vocabulaire, ça nous pousse à faire des recherches et ça t'apprend aussi à observer et comprendre certaines décisions dans la société dans laquelle on vit. C'est pas faux, pour le coup je confirme. Donc l'université fréquentée, la licence effectuée, tu l'as déjà précisé. Les matières que tu as préférées? Au niveau de l'université, il y avait le droit des affaires. Le droit des sociétés aussi. Et il y avait un cours de géopolitique. Et il y avait aussi l'algèbre, que beaucoup détestaient. Mais bon, après, ça me rappelait un peu les maths. Et j'ai eu aussi un cours assez bidon qui était institution européenne. Ça nous permettait de comprendre le fonctionnement de comment ils prennent des décisions pour aller un peu piller l'Afrique.
Mais sur le moment, on ne le comprenait pas. Mais c'est avec le temps, maintenant, quand on réfléchit à ces associations-là, on se fait une idée aussi. Et après, il y avait aussi un cours que j'ai beaucoup apprécié. C'était le droit admin dans la partie résolution des cas pratiques. Mais la partie théorique du cours, je n'aimais pas. Et ce droit administratif me permet aujourd'hui de mieux comprendre les décisions administratives françaises et les blocages et comment faire des recours pour avoir des solutions. Après, les matières que j'ai testées, vraiment, on dit en théorie, c'est le droit admin, mais après, il y avait aussi une matière qui était la méthodologie, comment faire des recherches, je n'aimais pas trop. C'est à peu près ça, mais sinon, il y a des cours comme la microéconomie, l'économie, c'est des cours que j'ai toujours appréciés. Et la politique aussi, il y avait une matière qui s'appelait politique internationale. C'était un peu bidon, mais il rassemblait un peu tout dedans. Et ça nous permettait d'avoir les dates des moments historiques du monde dans lequel on vit. Et ça m'a aussi servi pour les projections que j'ai actuellement. Ok. Donc on voit que ta polyvalence était d'une grande utilité aujourd'hui. Est-ce que tu as eu à faire ou à avoir des engagements associatifs pendant tes études ? En fait, quand je suis à la Sorbonne, on était dans une association qui s'appelait Amicas. C'est une association sénégalaise qui essayait un peu de défendre les droits des Noirs à la Sorbonne. Bon, au départ, on était aussi dans une association de comiques, pas des comiques, mais nos amis de l'UNEF. Les fêtards, on les appelait comme ça, mais ils ont quand même obtenu beaucoup d'avancées pour les étudiants. Mais à l'époque, on était jeunes, donc on trouvait qu'ils organisaient que des soirées intégration, week-end intégration. Mais là où j'ai vraiment plus appris, c'était dans la MECAS. Puisqu'en fait, on comprenait qu'ils étaient vraiment dans la défense des réalités des Noirs dans les universités. Mais l'UNEF aussi nous a permis d'avoir accès à plusieurs informations qui nous permettaient d'avoir de l'avance sur les programmes universitaires. C'est à peu près les deux associations. Après, on n'a pas eu vraiment d'association congolaise, c'était le regret. Mais on s'est inspiré un peu de ce que faisaient les Sénégalais pour pouvoir inspirer les autres quand on est à long terme. Donc c'est une suggestion qui peut être faite pour les étudiants qui sont dans certaines universités. Et après, il y en a déjà pas mal quand même qui rassemblent les Africains. Donc adhérez-y et puis, le cas échéant, faites des associations par origine. Est-ce que tu as eu à voir aussi des jobs étudiants ? Et si oui, comment est-ce que tu faisais pour concilier tes études avec ton job étudiant ? Après, quand j'étais étudiant, j'ai travaillé à Intermarché de Vanves. Et j'ai également travaillé dans tout ce qui était hôte d'accueil pour les événements. J'ai travaillé pour une grande marque française où j'avais eu la chance de rencontrer une ex-ministre de la Justice. Je ne citerai pas son nom, mais c'est la maire aujourd'hui d'une ville, d'un arrondissement parisien. Après, j'ai cette facilité en fait à retenir à l'école. Quand le prof parle, je retiens facilement et du coup, je ne fais pas de fiche. Je vais relire les points où j'estime que j'ai pas vraiment compris. Mais du coup, ça me dérangeait pas. Mais je pense aussi que c'est des acquis que j'ai depuis le lycée, en fait. Cette capacité de mémoriser. Mais je sais que j'ai eu beaucoup de potes qui combinaient les deux. Travail et études, c'était un peu compliqué. Moi, j'ai eu cette facilité à assimiler facilement et ça me posait pas de problème. Après, je me mets des deadlines. Hein. Je révise 2-3 jours avant l'épreuve de façon à être sûr de maîtriser toutes les connaissances. Mais après, ça ne va pas poser de problème entre les cours et le job. Ok, c'était avantageux pour toi. Je suppose du coup que tu avais une mémoire auditive. Ouais, c'est sûrement ça. Après, je pense que j'étais celui qui parlait un peu plus en cours. Mais ce qui énervait les profs, c'est quand ils donnaient des devoirs ou des partiels, quand j'avais des notes, ils me disaient comment vous faites. J'ai dit, je travaille ma mémoire, c'est tout. J'étais un peu un étudiant un peu chiant en fait. Celui qui, quand il avait la réponse, il fallait qu'il donne la réponse. Parce qu'on nous disait toujours il n'y a pas de questions bêtes. Mais quand on intervient trop, on te fait comprendre qu'à un moment donné, il faut laisser les autres. Donc c'est un peu compliqué le système scolaire. C'est contraignant parfois, justement, quand on a vraiment envie d'exposer ses connaissances, ou du moins les confronter à d'autres faits. Quel master ou diplôme est-ce que tu as obtenu après la licence et dans quelle fac ? C'est un master en finance de marché Sorbonne, Paris 1. Après, à Nanterre, j'ai une licence 3 de management des organisations. Et après ça, j'ai pas validé ma deuxième année parce que j'étais plus allé là-bas pour le réseautage. C'est plus en mode, tu t'inscris, comme ça, tu vois les gens et comme ça, vous créez des liens et puis basta. Parce qu'on était arrivé à un stade où il y avait un prof qui disait des fois, il faut aller dans des universités s'inscrire juste pour le réseau. Au départ, je comprenais pas, mais avec le temps, maintenant, avec le recul, je comprends mieux.
C'est pour ça que je dis le fait d'avoir étudié à Paris dans le 8e, ça conditionne ton carnet d'adresse jusqu'à la fin. Parce que les personnes que tu rencontres, il y aura des interactions, d'autres vous allez vous perdre de vue. Mais en fonction de tes réalisations dans la société dans laquelle tu vis, vous allez toujours vous retrouver. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein d'anciens élèves de Chaptal qui me félicitent sur les réseaux sociaux, alors qu'on s'était perdu de vue. C'est pour ça que je dis on va se perdre à un moment, mais comme on a eu tous ce cadre de référence-là, on sera toujours amené à se retrouver dans certains événements. Donc en gros, c'est à peu près ça, mais comme je dis, c'était plus pour le réseau Assassin. Ok, et donc tu considères que quand on fait des études, peu importe l'issue, et surtout des études de droit, d'économie, etc., le réseau, c'est quelque chose qui est indispensable. En fait, sans réseau, tu auras du mal à accéder à certains endroits. C'est pour ça que je dis en fonction de là où j'ai étudié, j'ai eu des codes de la société dans laquelle je vis. Par exemple, quand on était au lycée ou on était à la Sorbonne, quand tu demandais ton papa il fait quoi, on disait jamais. Moi j'ai un pote, quand on lui demandait, il disait papa était boulanger, mais son père a été quand même une autorité française à une certaine époque. Mais lui sur les réseaux il avait un nom américain. Tu vois. C'est pour ça que je dis au Congo on a cette appétence à juger les gens sur le nom de famille. Quand je suis arrivé en Europe, j'avais perdu un peu cette notion-là. Mais quand je parlais avec mon pote là, avec qui j'étais au lycée, quand j'ai su son nom, j'ai fait le raccourci en allant chez lui une fois. J'ai vu que son père, c'était bien la personne dont il portait le nom. Tu vois. C'est pour ça que je dis le réseau, il est important. Il te permettra d'accéder à certains endroits. Par exemple, la cooptation pour accéder à un certain boulot ou un stage. J'ai une ex-amie qui a fait un stage dans le cabinet du papa d'un pote. On n'était plus ensemble là. Mais elle a utilisé mon réseau. Elle a eu l'audace de m'envoyer le livre en me disant dédicacé par le père de ton pote. Mais bon, bref, c'est pas grave, elle a fait son stage. Et c'est pour dire que le réseau, il compte quand même. Puisque mon pote, quand je l'appelle, il me dit moi, je pensais que vous étiez toujours ensemble. Moi, t'es plus ensemble. C'est pour ça que je dis certains vont réussir facilement parce qu'ils ont un réseau meilleur. Et d'autres vont devoir créer le réseau. Alors que quand ils grandissent ensemble, ils ont déjà un réseau qui est déjà en train de se déterminer. Maintenant, c'est à toi de savoir comment utiliser le réseau. Et ça aussi, on l'a pas appris, mais aujourd'hui, avec les contenus qu'on fait sur les réseaux, c'est aussi pour propager cette information-là. Donc, c'est à peu près ça. Ok. Est-ce que, du coup, ce réseau-là, ou même en dehors du réseau que tu as eu, ça t'a permis de faire des stages ? Est-ce que tu as pu en effectuer ? Après, les stages, je l'ai fait par un autre réseau, un réseau interne. Du fait que mes cousines ayant aussi fait des études dans les grandes universités françaises comme la Sorbonne, la SAS, du coup, pour le stage, je passais par mes cousines et passais par leurs potes qui étaient déjà en entreprise et je rentrais comme ça. J'ai pas eu à utiliser mon réseau à moi pour faire des stages. Par contre, j'avais des potes, quand on cherchait le stage, je disais, moi c'est déjà bouclé. Tu dis, mais comment c'est bouclé ? Parce que papa a une entreprise, parce que papa va me pistonner. Et du coup, pour ne pas avoir ce problème de stage, je suis passé par le réseau interne de mes cousines. Ouais, donc il faut travailler le réseau dès le début, ça c'est vraiment nécessaire. Là, on va aborder des questions qui touchent, si je puis dire, c'est une formulation un peu bizarre, mais c'est celle que j'ai trouvée la plus appropriée, au mindset quand on fait des études de droit. Déjà, est-ce que tu as une valeur qui faisait que, même quand c'était dur, parce que je pense qu'on va tous se retrouver un peu dedans, les études, c'est pas simple pour le coup, mais est-ce que tu avais une valeur ou quelque chose qui faisait que tu persévérais toujours en fait, qui a fait que tu n'as pas lâché du moins ? Après, ça dépend, j'ai jamais redoublé sauf en deuxième année. De tout mon parcours scolaire, en deuxième année d'université. Parce que quand j'étais au lycée, les profs disaient toujours se repose sur ses acquis. Du coup, c'est le seul moment où je me suis remise en question, c'est en deuxième année. Et quand je me remets en question, je me pose la question de pourquoi je dois continuer. C'est pour ça que je dis quand j'étais dans le cursus scolaire, j'étais en mode il faut atteindre l'objectif. Si j'échoue, il faut que je me remobilise pour repartir. En fait, c'est l'objectif qui me permettait de rester dans le cursus scolaire. Par exemple, j'ai l'anecdote où je disais à un prof qui nous avait dit au départ en première année, vous n'allez pas arriver au master. Mais j'avais dit à ce prof-là, si j'arrive au master et que je l'ai, je me partirai comme le président français qui a dit au revoir les Français. Au revoir. Le jour où je lui fais ça, il me dit pourquoi vous arrêtez ? J'ai dit je suis fatigué d'étudier. En vrai, c'est l'objectif, mais j'ai aussi fait des longues études parce que mes frères et sœurs ont fait des longues études. En fait, l'école, ça m'intéressait pas en fait. J'étais un peu celui qui
faisais les choses pour les autres. Par exemple, je suis allé jusqu'en Master 1 parce que j'avais un pote qui avait besoin qu'on soit avec lui. Et si ça tenait qu'à moi, j'aurais arrêté en 3e année. Du coup, en fait, à un moment donné, j'ai mis un statut sur Facebook où je disais « Je suis fatigué d'étudier, j'arrête » comme un rappeur disait assis au fond de la classe. Ma prof d'histoire ne connaissait pas Thomas Sankara. Du coup, quand j'arrête, mon frère, il écrit « Éternel étudiant, enfin tu arrêtes ». J'ai dit « Comment ça enfin ?» Il m'a dit « Bah, t'as pas besoin de faire ça ». C'est pour ça que je dis des fois l'école c'est pas adapté pour tout le monde. Mais comme on est dans un système où tu dois avoir le maximum de diplômes, on va toujours essayer d'aller plus loin. Et quand moi j'ai senti ce besoin d'arrêter, j'ai arrêté. C'est pour ça que je dis j'ai fait plusieurs domaines de compétences. Mais en vrai, mon frère, le jour il m'a dit t'es un éternel étudiant parce que tu voulais prouver aux autres de la famille. Je me suis dit en vrai, je me suis pris la tête pour un jour. C'est pour ça que je dis il faut avoir cet état d'esprit de se dire l'échec fait partie de la vie. On ne nous a pas appris à échouer. On est dans un système où il faut être toujours performant. Celui qui est dernier, on ne le considère pas. Alors, on considère celui qui est premier ou deuxième. Mais sauf que ceux qui ont été les premiers et les deuxièmes, aujourd'hui, dans la vie active, on les retrouve très peu dans des boulots un peu qualifiants. C'est là où je dis simplement, l'école est adaptée à certains et pas à d'autres. Mais comme on a un classement à l'école, on va mettre les derniers, les premiers, les moyens. Sauf que ça veut rien dire tout. Par exemple, je regardais une vidéo de celui qui a fait... Castelbajac ou je sais plus quoi, la Franck Castelbic, je sais pas quoi, celui qui a fait la série là sur le rap français là. Il disait que lui à l'école il était pas bon. Aujourd'hui c'est un mec qui a du succès au niveau de tout ce qu'il est en train d'entreprendre. C'est un problème pour écrire. Sauf que si à l'école on dit que t'es nul, bah tu penses que tu vas rien faire dans ta vie. Mais aujourd'hui ce qu'il fait là en fait ça prouve que l'école en fait l'aurait mis sur le côté mais il était pas bon pour ça. Et ce qui fait mal c'est qu'il dit même que ses parents n'allaient plus au conseil de classe parce qu'il était toujours le dernier. C'est-à-dire que quand tes parents se mettent même à douter de toi, ça devient difficile. Aujourd'hui, on voit qu'ils réalisent des grandes choses. Comme quoi, l'école, c'est juste un paramètre parmi tant d'autres. Mais bon, on peut aussi s'en sortir sans aller à l'école. Mais bon, la société te jugera plus. C'est ça. Donc, il faudra faire plus d'efforts aussi. Est-ce que tu as des astuces ou du moins, est-ce que tu te rappelles encore de la manière dont tu t'organisais dans la semaine pour faire tes TD et concilier les cours avec le travail aussi? TD, travail dirigé. Après, moi, mes TD, je le faisais le week-end. En fait, le week-end, je regardais le foot tout le samedi. Et les matchs du dimanche, je les zappais parce que je me disais, il faut que je fasse mes TD de façon à ce que quand j'arrive, en TD, j'aimais pas subir. Quand le prof corrigeait que j'étais à la bourre, ça m'intéressait pas. J'aimais être prêt quand le prof le faisait. J'avais cette capacité de dire, là, j'ai pas compris, on refait. Mais souvent, beaucoup d'étudiants subissent parce qu'ils préparent pas les TD. Alors que si tu prépares ça le week-end, ça te permet d'être optimal pour l'exercice pendant que le prof corrige. C'est pour ça que je dis l'organisation est propre à chacun. Mais moi, je me mettais des limites en me disant je peux sacrifier mon samedi pour regarder le foot. À l'époque, c'est la première ligue qui commençait à 12h jusqu'à pas d'heure. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette force-là de regarder le match. Donc c'est pour dire simplement à l'époque, je me privais de mon dimanche pour essayer de faire tous mes TD. Après, on avait cette force, c'est qu'on travaillait en groupe. On était un groupe où on prenait celui qui était bon dans telle matière, on essayait de faire un mix et ensuite on faisait on partageait nos corrections pour voir où on avait faux et essayer d'avancer ensemble. Maintenant, je pense aussi qu'à la fac, il faut avoir les anciens, ceux qui sont passés par votre cursus, qui vous accompagnent pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs qu'eux. En tout cas, c'est nous on avait ça grâce à un pote à nous qui avait son frère qui avait fait le même cursus que nous à la Sorbonne. C'est pour ça que je dis c'est propre à chacun, mais il faut essayer de trouver ses forces et ses faiblesses. Quand on maîtrise les forces et faiblesses, on essaie de s'organiser de façon à faire disparaître les faiblesses. C'est à peu près ça l'astuce que je pourrais donner aux étudiants qui essayent. Ou sinon, s'ils ont vraiment du mal, ils s'abonnent à la page étudiants ambitieux de Pierre Damougou, ils vont aller plus vite. Okay. J'aurais aimé la voir quand j'étais étudiant, mais on l'a pas eu. Donc ceux qui sont étudiants aujourd'hui, vous avez la chance de la voir. C'est ça. Ok, je serai mentionné en tout cas dans la vidéo. Une dernière question sur la partie parcours universitaire. Est-ce que pour réussir ses études, il faut nécessairement s'intéresser à l'actualité ou on peut se contenter de la théorie? Enfin, la théorie, c'est du b.a.-ba. En fait, un professeur est plus impressionné quand un étudiant apporte un plus. En fait, un étudiant, il doit lire. Il doit s'intéresser à l'actualité et lire plus de livres que ce que le prof lui propose. Quand tu rajoutes dans ta copie un plus, le prof se dit il allait faire des recherches.
C'est un peu bête et méchant, mais après, aujourd'hui, l'étudiant, il espère rester seulement sur la théorie. Sauf que quand tu as un plus même dans ta dissertation, le prof, il se dit, waouh, il allait faire des recherches et tu donnes la source. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment s'intéresser à la lecture. Bon, l'actualité, c'est des médias mainstream, hein, c'est un peu orienté, donc il faut essayer de trier les informations. Mais comme je dis, nous on était à la fac à une époque, on était très branchés sur les médias mainstream. Aujourd'hui, il faut que les jeunes étudiants essaient de chercher eux-mêmes et croiser les informations pour essayer de mixer un peu. Mais il faut vraiment s'intéresser au monde dans lequel on vit. Parce que des fois, il y a des questions dans les partiels qui sont liées à l'actualité du monde. Donc, si tu n'as pas cette appétence à regarder l'actualité, bah, tu risques de passer pour un ignorant alors que c'est pas de ta faute. Ça, c'est vrai. Ok, bah déjà, merci pour cette première partie. Là, on va envisager, comme je disais, le droit de manière un peu plus concrète. La première question que je pourrais te poser, parce que c'est une impression qu'on peut souvent avoir. On a plus des gens, quand ils font des études de droit, qui vont être juristes, avocats, etc. Et je dénigre absolument pas, bien au contraire, c'est des très bonnes professions. Mais on se pose la question parfois de savoir si, en dehors de ces professions-là, c'est une discipline qui est utile. Donc toi, en tant que politicien congolais aujourd'hui, est-ce que le droit, c'est quelque chose qui t'est utile ou pas ? Après, le droit est utile dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a un principe fondamental qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu causes un dommage à autrui, tu peux pas dire je n'étais pas au courant. Tu es censé savoir. C'est pour ça que je dis moi, ça m'aide parce qu'il y a des articles de droit, des articles de loi que je dois aller chercher. Je dois savoir comment les chercher, je dois savoir comment les interpréter. Et tout ça, si tu n'as pas fait du droit, ça devient difficile. C'est là où je dis en fait, on est dans toutes les actions de notre vie, le droit il intervient. Quand tu dois signer un contrat pour ton appartement, il faut savoir si le contrat est en bonne et due forme ou pas. Quand tu signes une assurance, une police d'assurance, c'est pareil. Donc le droit régit notre vie et après, c'est pas toutes les personnes qui ont fait du droit sont pas amenées à plaider. Mais c'est utile dans la vie dans laquelle on est en train de mener aujourd'hui en tout cas. Parce que ça a une place assez importante quand même dans nos vies. C'est vrai. Je vais rentrer dans un sujet qui est un peu plus concret, mais on va y aller de fil en aiguille. On connaît le contexte qu'il y a aujourd'hui au Congo, et notamment la guerre qui sévit à l'est depuis bon nombre d'années maintenant. La question qu'on peut se poser premièrement en tant que juriste, c'est est-ce que le droit humanitaire, si on peut l'appeler comme ça, est une solution ou fait partie des solutions qui peuvent être envisagées pour rétablir la paix, parce que ça fait un peu trop longtemps pour le coup. Après, ça dépend. Après, comme je dis souvent, les règles n'émanent pas de nous. Le droit humanitaire régit par qui ? Par l'Occident. C'est les mêmes qui vont nous dire violation du droit international, mais quand Poutine a avancé, il s'est pas pris la tête de savoir s'il va violer le droit international. C'est des droits, des lois qui s'appliquent à des pays dits faibles, en position de faiblesse. Aujourd'hui, au niveau du conflit de l'Est, c'est pas une question de droit, c'est une question de maîtriser l'histoire, de se questionner sur l'histoire pour comprendre tout ce qui s'est passé avec les accords et comprendre les vraies raisons qui sont des raisons de terre et des mines. Parce qu'après, en face, là-bas, en face, les pays voisins, ils ont un problème de terre. La population augmente, mais ils n'ont pas assez d'espace. Donc, ils estiment que dans leur création, on leur apprend que ces parties-là de l'Est leur appartiennent. C'est comme l'histoire de l'Alsace et la Lorraine. Donc, à un moment donné, si nous-mêmes, Congolais, nous ne connaissons pas l'histoire, on ne peut pas laisser ça au droit humanitaire. C'est une question de limite territoriale qui doit être appliquée. Après, je pense simplement que tous ces concepts-là sont là juste pour nous embrouiller l'esprit, parce que combien de résolutions n'ont pas été prises dans la zone ? Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. C'est juste parce que il faut questionner l'histoire et comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir anticiper le présent et le futur. Maintenant, on a des personnes qui ne maîtrisent pas l'histoire, je pense, de cette zone-là. Et on a aussi beaucoup de Congolais qui sont compromis dans la question de l'Est du Congo. C'est là où je dis une civilisation est détruite de l'extérieur si à l'intérieur il y a des traîtres. Il faut que le Congolais, on s'assied entre nous et qu'on discute et qu'on fasse, qu'on mette en avant les traîtres et qu'on le mette de côté. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des événements qui se sont produits il y a 2 jours. Ça me rappelle les événements de 98. En 98, c'était pareil.
C'est-à-dire qu'on avait ramené des troupes pour essayer de nous aider dans la coalition. Et ensuite, quand on a voulu se débarrasser de ces troupes-là, on est allé chercher la SADC. Du coup, quand on ramène la SADC, c'est plusieurs troupes qui se battent pour des causes externes, mais sur le sol congolais. Et je pense que là, avec l'attaque du camp burundais de l'UAC, c'est pratiquement le même schéma qu'on est en train de reprendre. Et quand je dis ça à des jeunes hier soir, ils me disent mais vous êtes toujours dans les complots. Je dis c'est de l'histoire. C'est pas de la fiction, c'est de l'histoire. C'est pour ça que je leur dis aujourd'hui, il faut se questionner sur l'histoire. Si on se questionne pas, on va reproduire les mêmes erreurs. Je pense pas que ça soit une question du droit humanitaire parce que le droit humanitaire va nous ramener des ONG qui sont aussi complices dans ce qui se passe à l'est du Congo. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas de barrière douanière parce qu'ils viennent soi-disant faire de l'humanitaire. C'est pour ça que je dis, les Congolais qui maîtrisent l'histoire, qui essaient de propager le message comme M. Mbeko, M. Charles Onana ou tous ces autres spécialistes comme Kérwin Maïzo. C'est des personnes qui essayent, mais à un moment donné, au niveau de la chaîne de commandement, on doit avoir aussi des experts et des patriotes congolais, pas avoir des infiltrés dans l'armée. C'est ça qui nous cause aussi le problème où on manque de solutions. Et moi, je suis plus vraiment ouvert au droit humanitaire parce que dans l'Est du Congo, il y a trop d'ONG. Ces ONG, ils font pas grand-chose pour la population à part piller notre sous-sol. Ok. Est-ce que du coup, le droit interne congolais pourrait s'avérer comme être une solution ou pas? Après, on a une difficulté au Congo, c'est que le droit est appliqué en fonction de celui qui a le plus de moyens financiers. Donc la justice au Congo doit être refaite. En fait, un pays où la justice n'est pas assez forte, on ne peut pas avoir des règles claires. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir une personne qui avait été condamnée revenir et occuper un poste à haute fonction. Quel est le message que l'on voit au peuple? Celui qui va voler au marché, il va peut-être faire 5 ans ou 4 ans à Makala, alors que celui qui a pris de l'argent de l'État peut revenir à tout moment. C'est pour ça que je dis, en fait, il faudrait qu'on ait une justice assez forte pour qu'on puisse appliquer le droit. Sinon, le droit, certains Congolais le disent, le droit est évolutif au Congo, donc ça dépend de l'interprétation de chacun. Par exemple, j'avais eu un cas avec un ami, on se disait, comment un militaire arrêté pendant 20 ans, qui avait été démis de ses fonctions, donc il redevient civil, sauf qu'il a eu une grâce présidentielle, il n'a pas été amnistié. Ensuite de ça, il passe directement général 22e régiment, sauf qu'il y a une loi dans la Constitution, qui est l'article, je vais pas dire de bêtises, mais je l'avais revu il n'y a pas longtemps. Dans cette loi-là, on parle de probité morale. Est-ce qu'il y a de la probité morale ou pas? C'est la question à $1 million. Mais quand on soulève ça, beaucoup de Congolais nous disent c'est pas important. Je dis mais c'est la loi, c'est la Constitution qui fixe les règles. Donc maintenant, quand on gracie et qu'on n'amnistie pas, il faut qu'on en parle aussi. Mais quand tu parles de ces questions-là, on va te dire ouais, tu penses que ton droit, il est... J'ai dit c'est pas mon droit, c'est on interprète la Constitution du pays. C'est ça. Donc c'est des réalités qui font qu'aujourd'hui, au niveau du droit intra-congolais, je ne pense pas que ça soit la solution. Il faut une justice assez forte pour prendre des décisions qui vont aller en faveur de la justice. Okay. Est-ce que, du coup, la manière dont le droit est exercé aujourd'hui a une sorte d'empreinte occidentale ou est-ce qu'il est adapté aux enjeux que le Congo connaît aujourd'hui, auxquels il est confronté? Après, le droit congolais, la constitution congolaise est calquée sur des réalités françaises, pas des réalités congolaises, donc il y a déjà une anomalie. Il faudra avoir une constitution calquée sur nos réalités, parce qu'on ne peut pas nous juger sur des réalités françaises, déterminer des lois sur des réalités françaises, il faut que ça soit calqué sur nos réalités. Maintenant, je pense simplement que la constitution a été modifiée la dernière pour avoir des avantages pour les politiques. C'est là où je dis, moi j'avais proposé avec des amis qu'on fasse une nouvelle constitution. Mais pas dans l'état actuel parce qu'il y a des élections, il y a l'occupation à l'est du pays. Quand le pays sera un peu plus stable, pour revoir la constitution de façon à ce que ça soit calqué sur nos réalités congolaises. Mais après, comme il y a trop d'intérêts politiques, est-ce que ça sera dans l'avantage des politiciens? C'est ça la question qu'on se pose. Mais comme je dis, il faudrait que le Congolais, on essaie de se questionner vraiment sur notre histoire et notre réalité. Qu'est-ce qu'on veut pour le Congo de demain? Parce que pour le moment, on n'arrive pas encore à définir cela parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes internes qui ne sont pas réglés. C'est comme quand je dis c'est la faute des Rwandais, c'est la faute des autres. Ok, mais est-ce que si on se débarrasse des forces extérieures,
est-ce qu'on pourra régler tous les conflits internes? C'est ça la question la plus importante. Parce que si on se dit, ok, c'est les autres qui nous déstabilisent, on sécurise le pays, et que le pays n'arrive pas à déclouler, c'est qu'à l'intérieur, on n'a pas réglé les problèmes internes qui nous gangrènent. C'est là où je dis à un moment donné, c'est bien de trouver la faute des autres à l'extérieur, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer notre pays? C'est ça. Ok. Donc, est-ce que tu penses qu'il y aurait des modifications qui pourraient être faites dans la manière dont on exerce le droit, de manière déjà au Congo, mais même de manière générale en Afrique, parce que y a plusieurs pays qui sont concernés par cette empreinte un peu occidentale du droit qui est appliqué. Après, on peut, tant qu'on ne sera pas calqué sur nos réalités, c'est difficile d'appliquer le droit. C'est pour ça qu'il faut essayer de calquer nos constitutions et nos lois selon nos réalités. Parce que je vois mal un Français être jugé en France selon les réalités du Mali. C'est quasiment impossible, mais chez nous, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on est encore sous domination des autres. C'est comme ça que je dis souvent, Sankara avait raison à son époque, quand il disait la domination culturelle est la moins coûteuse et la plus efficace. Tu peux être à Ouagadougou, mais tu rêves de venir à la Tour Eiffel. C'est vrai. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent, ils mettent seulement la télé, on regarde et on est fasciné, on se dit, wow, j'ai envie d'aller sur les champs de Mars. C'est comme ça qu'ils ont réussi à nous avoir. Maintenant, à un moment, il faut avoir un vrai leadership africain pour créer le modèle africain. Tant qu'on n'a pas le modèle africain, on est soumis un peu à leur forme de juridiction et ça, c'est ce qui freine aussi l'Afrique. Une question aussi, on parle beaucoup d'alternance politique en ce moment au Congo. Est-ce que c'est ce qui est nécessaire pour le pays ou pas? Après, je le disais pour rigoler, nous, on a assisté à une alternance pacifique au Congo. C'est la première fois qu'on voit deux présidents rester dans le même pays. Maintenant, est-ce que ça a changé le pays? Ça n'a pas changé le pays, ça reste anecdotique, ça sera de l'histoire. Maintenant, pour changer le pays, il faut un vrai projet de société, un vrai leadership et un président patriote qui maîtrise aussi les enjeux du pays, vu la position géostratégique du Congo. Un pays avec 9 voisins et 9 potentiels agresseurs. Maintenant, il faudra avoir une interconnexion avec les pays panafricains, de façon à avoir un essor et une force de défense qui va être commune. Parce qu'on ne peut pas se faire agresser entre pays manipulés par des forces extérieures. C'est comme si nous, on décidait de manipuler la France pour piller l'Allemagne. C'est quasiment impossible, ils ne vont pas l'accepter. Mais eux, ils peuvent faire un consensus pour venir déstabiliser des pays africains. Et après, il ne faudrait pas oublier que le Congo est un élément vital pour tout ce qui est minerai et tout ce qui est intérêt occidental. Donc ça, c'est Ibrahim qui le disait dans une vidéo, la déclaration de Roosevelt. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est un pays géostratégique, de par sa position. Et c'est un pays aussi qui doit tenir compte de 9 facteurs externes qui sont des potentiels main-d'œuvre des forces extérieures. Maintenant, si on n'a pas un président qui maîtrise tous ces enjeux géostratégiques et géopolitiques, on sera en train de perdre du temps parce que dans l'historique, notre allié, c'est la SADC. C'est pas IAC. On est parti signer dans IAC, la population, société civile n'était pas d'accord. Mais ils nous ont dit que c'était la meilleure solution, être proche de ses voisins pour avoir une collaboration meilleure. Mais à la suite, aujourd'hui, on constate que c'était pas ce qui était possible de faire parce qu'on voit que la SADC va devoir enfin intervenir. On sait que la SADC a un passif avec le Rwanda, on l'avait vu en 2012 au Congo central, donc c'est un peu difficile. C'est pour ça que je dis des fois comprendre la politique congolaise, faut avoir les nerfs solides, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui commencent à se dire je comprends pas ce qui se passe. Je dis faut avoir une lecture assez large. Par exemple, quand on nous dit par le ministre des Affaires étrangères la MONUSCO doit partir, mais la même MONUSCO doit nous aider pour les élections, pour la logistique. Du coup, ils partent ou ils restent. Et la ville de Goma a été censée être attaquée par les FDLR et les FDR et les M23. On nous dit que c'est la force de la MONUSCO qui va défendre la ville. Donc finalement, ils restent ou ils partent, on ne sait plus. C'est ça. Donc finalement, ils vont rester. Mais ils sont chez nous depuis plus d'une trentaine d'années, ils n'ont jamais été efficaces. Sauf que cette fois, ils ont un mandat offensif, mais ils n'avancent pas. Alors, on a en ce moment les élections présidentielles qui approchent. Donc on a tous les candidats qui font leur campagne. C'est d'ailleurs très très intéressant. Pour toi, quels sont les enjeux qui doivent être prioritairement abordés pendant ces élections-là? Et quels sont même de manière générale les enjeux du Congo, pour ceux qui nous regardent? Déjà, l'enjeu le plus important, c'est la sûreté nationale. Et
essayer d'éradiquer ou d'en finir avec le conflit à l'Est. Ensuite de ça, il faudra revoir le système éducatif congolais. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui étudient, mais le programme, il n'est pas mis à jour. Le programme est calqué également sur des réalités européennes. Essayons de remettre le programme sur des réalités africaines. Et en plus de ça, les besoins vitaux. Manger, se loger, se soigner. Et relier aussi le Congo, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'y accéder dans les provinces, et alors qu'on a un très grand pays, mais on n'a pas d'axe routier. Et ensuite de ça, essayer de répondre aussi aux besoins de l'armée, la logistique militaire, une formation professionnelle, faire un recensement au sein de l'armée et de la population pour savoir qui est congolais, qui n'est pas. Et ensuite de ça, si on réussit à réunir tous ces éléments-là, certains Congolais nous diront c'est impossible en 5 ans, mais j'ai une continuité de l'État. On commence et ensuite le candidat qui arrivera, il va devoir continuer. Mais au Congo, on a cette manie de toujours remettre à zéro quand il y a une nouvelle candidature. Donc c'est pour ça que je dis ces besoins-là, si tous ces éléments énumérés sont réunis, je pense que le président qui sera là, il peut faire 30 ans au pouvoir. Le peuple, s'il a atteint ses besoins vitaux, il ne va pas regarder la politique. En tout cas, pour moi, c'est les éléments. Mais là, la première décision, c'est plutôt la question sécuritaire. Et pour régler ça, il faudra comprendre l'histoire déjà, se questionner et avoir la maîtrise des enjeux du Congo. Si on ne les a pas, on perdra toujours du temps. Parce que le Congo, c'est une suite de signatures, d'accords, de brassages, de mixages. Aujourd'hui, quand je vois des Congolais valoriser les Ouazalendo, je me dis on ne peut pas armer des civils, parce que les civils, une fois qu'ils sont en position de force, ils vont demander aussi à eux d'avoir des droits. Maintenant, Sankara disait qu'un militaire sans instruction est envoyé en puissance. Quand on arme des militaires, c'est ce qui a toujours été on arme des civils, c'est ce qui s'est souvent passé au Congo. Ces mêmes civils, une fois qu'ils ont gagné beaucoup plus de territoire, ils deviennent en fait des personnes qui veulent imposer aussi leur vision. Donc au lieu d'éviter ça, équipons notre armée pour que l'armée fasse son travail. C'est à l'armée de sécuriser le pays, c'est pas aux civils. C'est intéressant ce que tu abordes, tu mets en exergue un point qui est important parce que, comme on en a parlé dans une question juste avant, la question de l'alternance politique, tu dis que si un président, enfin le potentiel président qui sera là après s'attaque aux questions que tu as énumérées, il peut même faire 30 ans au pouvoir et le peuple ne se soulèvera pas. Ça veut dire que ce que tu as énuméré, vraiment pour que ce soit clarifié pour les gens qui nous regardent, parce que tout le monde n'est pas congolais, c'est vraiment les enjeux qui sont vitaux pour, si je puis dire, la sécurité du pays en fait. En fait, si le pays est en sécurité, le Congolais pourra aller partout dans son pays. Il y a des zones où pour y accéder au Congo aujourd'hui, il faut avoir des autorisations chez les étrangers. On l'a vu avec les émissions d'Alain Foucault. Est-ce qu'on est au Congo, est-ce qu'on est en Chine? C'est des questions que les Congolais se posent. On est au Congo, je ne peux pas aller dans une zone française en demandant une autorisation en allemand. C'est l'État français qui régit le pays. C'est pour ça que je dis la question sécuritaire et le contrôle de toutes nos zones est une donnée importante. Parce que tant qu'on ne contrôle pas des zones là, c'est comme s'il y a des zones de non-droit en fait. C'est géré par d'autres autorités. C'est pour ça que je dis en fait les besoins vitaux. Si tu as du courant, tu peux regarder l'information, tu peux rêver. Si tu as de l'eau, tu peux te nourrir, tu peux te laver, tu peux avoir les besoins de base. Si tu as la santé, tu peux te soigner. Si tu as un système éducatif performant, tu vas étudier. Maintenant, si tu n'as pas tous ces besoins-là, tu ne peux pas rêver. Du coup, tu vas t'intéresser aussi aux questions politiques. C'est pour ça que je prends l'exemple, par exemple, des pays qui sont déjà bien bâtis et installés. On constate souvent que les gens, après avoir mangé son McDo ou quand il revient du travail, il passe son temps sur les réseaux à attaquer les ministres, les machins, parce qu'il a du temps. Et parce qu'il se dit aussi, j'ai cette capacité de le faire. Mais une personne qui n'a pas mangé, il pense d'abord à ce qu'il va manger aujourd'hui et demain. Donc il n'a pas le temps de se dire, le politicien là, il fait quoi? Juste au moment où il a son ras-le-bol, où il dit là, je suis fatigué, il faut qu'on parle un peu de ce qui se passe au pays. Mais dans les pays installés, on va parler des autorités seulement quand il y a un sérieux problème. C'est pour ça qu'on voit des fois dans les réseaux sociaux français, ça va s'animer un peu, parce qu'il y a un vrai couac. Mais tant qu'il n'y a pas de couac, est-ce que les Français se préoccupent de la politique? La plupart des Français ne s'intéressent même pas à la politique. C'est pour ça que je dis à un moment donné, les élites sont minoritaires. Et c'est eux à qui on confie le pouvoir de diriger la masse. Mais si on a une masse consciente, ces élites-là sont en danger parce que la masse a la capacité de lire ce qui se passe. En France, on nous a parlé de Abaya. Ils ont passé en coulisses Evras. C'est pour dire, on vous met un sujet divertissant, vous en parlez, vous débattez en coulisses, ils sont en train de passer des vraies actions. Par exemple, la loi sur les soins de santé des sans-papiers,
beaucoup ont paniqué alors que ça a été débattu au Sénat. C'est pas encore passé à l'Assemblée. Et ça risque d'être refusé à l'Assemblée. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont la capacité de faire des recherches se renseignent. Mais ceux qui ne font pas de recherche, ils étaient en panique en repartageant, c'est la fin, c'est la fin. En fait, moi j'ai repartagé pour créer un débat. Mais j'ai vu que le débat a pris, puisque même un YouTuber, il m'a contacté, il m'a dit c'est comment et tout. J'ai dit non, t'inquiète, c'est pas encore passé à l'Assemblée. C'est pour ça que je dis en fait, il faudrait, une fois que les besoins vitaux sont atteints, le peuple peut fermer les yeux parce qu'en fait, il n'a pas besoin de se plaindre. Par exemple, le cas du Ghana, Jerry Rawlings était devenu celui qui chapeautait un peu les présidents à venir. Mais à un moment donné, l'Afrique centrale a besoin de changement, mais un changement qui va permettre à sa population d'avoir un développement économique et social. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a fait ci, on a fait ça. Mais pourquoi nos autorités, quand ils sont malades, ils vont à l'étranger s'ils ont mis le système de santé qui est performant? C'est des vraies questions. La plupart des enfants des autorités n'étudient pas au Congo, ils étudient à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le système qu'ils sont en train de promouvoir n'est pas si efficace que ça. C'est là où je dis on doit essayer à un moment donné d'être honnête avec nous-mêmes au lieu de juste faire de la propagande. Aujourd'hui, on est dans un pays où il n'y a que des très riches et il y a très peu de riches et énormément de pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne. Pourtant, ceux qui nous dirigent ont vécu à l'extérieur. Ils peuvent s'inspirer ou pas, on ne sait pas. Pour s'inspirer aussi, il faut avoir la capacité de le faire. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on peut faire ces choses-là, parce qu'il y a de la compétence congolaise, quels que soient les horizons politiques, mais on doit essayer de se définir comme une nation et non comme des personnes appartenant à des blocs politiques. Parce que tu sois de la gauche, de la droite, si tu travailles pour l'intérêt, on l'a vu Mélenchon aller au Congo, il est allé pour l'intérêt de la France, alors qu'il n'est pas au pouvoir. C'est pour ça que je dis que quand ils se déplacent à l'extérieur, ils sont la France. Mais nous, maintenant, à l'intérieur, on doit aussi se dire, ok, on est certes de l'opposition, et qu'est-ce qu'on peut apporter comme loi qui va permettre à la société congolaise de changer? C'est ça. C'est pour ça qu'il y avait une grande sœur qui disait l'opposition congolaise aujourd'hui n'a pas joué son rôle qui est attribué dans la Constitution. Ils ont été dans l'attentisme des élections. C'est là où je dis on n'a pas d'hommes d'État, on n'a que des politiciens. Ils pensent aux prochaines élections, alors que les hommes d'État pensent aux générations futures. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de ce qu'on nous disait, ouais, il n'y a pas de volonté politique. La volonté politique de voyager en business class avec plein d'amis, ça existe. Mais la volonté de travailler pour le peuple, on ne le voit pas. C'est à un moment donné, il ne faut pas qu'on ait d'excuses. Soit on sait faire, soit on ne sait pas faire. Il ne faudrait pas qu'on dise toujours, comme l'ancien président avait dit, j'ai pas réussi à changer l'homme congolais, j'ai pas eu 10 bons collaborateurs. Pourtant, il a travaillé avec tous les meilleurs professeurs d'université du Congo. C'est là où je dis l'état d'esprit de l'homme congolais n'est pas bon. L'homme, homme et femme. Il y a un sérieux problème parce qu'une fois qu'ils sont en place, il n'y a pas d'intérêt général, c'est que l'intérêt personnel. C'est vraiment très intéressant et je pense que, du moins j'espère que ça va éclairer beaucoup de personnes qui, parce que dans les questions quand j'ai demandé qu'on pose des questions, il y en a beaucoup qui demandaient à saisir les enjeux qui sont au Congo et même des Congolais parfois d'origine qui peinaient en tout cas à comprendre les enjeux du Congo parce qu'ils trouvent que c'est complexe, parce que on le fait souvent valoir, il y a 400 partis politiques, etc. Et c'est pas faute de vouloir, mais c'est plus de pouvoir saisir les enjeux. Et dans la même lancée, on voit jusqu'où dans cette vague de campagne électorale que tu t'es présenté aussi en tant que député provincial. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est? Parce que pour la plupart des gens qui vont nous regarder, ils sont en France et on n'a pas forcément de député provincial. Donc qu'est-ce que c'est un député provincial? Après, le député provincial, c'est l'équivalent du député national. C'est juste que le député provincial agira au niveau de sa province. Il va agir dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale. Maintenant, le député a 3 rôles. Parler des préoccupations de la population, proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement provincial. Maintenant, au Congo, on a des discours assez un peu farfelus. Le député va créer des emplois, le député va mettre le courant, le député va faire des caniveaux. Maintenant, moi, j'ai cet objectif de pousser ces députés-là, quand ils vont aller au contact de la population, que la population leur demande comment vous allez créer les emplois. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai un slogan qui consiste à dire faisons la politique autrement. La politique pas sur des promesses, mais sur des idées, valeurs défendables. Par exemple, aujourd'hui, quand on est face à des Congolais pour faire un débat, ils vont parler que des autorités morales. C'est comme si, en fait, on leur avait coupé la capacité de réfléchir. Et moi, ça me désole. Par exemple, je vois des jeunes s'embrouiller pour des leaders politiques. Alors que tu sois
de la gauche, de la droite, si on pense Congo, on va essayer de trouver un compromis pour avancer pour le Congo. J'avais dit à un petit frère qui postule dans un autre courant politique, t'es pas très doux en politique. Et si tu as besoin d'aide lors de ta campagne, on pourra venir te donner de la force. Même si on va pas s'afficher, mais on va t'envoyer des éléments qui sont forts en mobilisation pour t'accompagner. Il m'a dit, on n'a pas besoin de vous. J'ai dit, moi, je travaille pour le Congo, je travaille pas pour toi et ton parti politique. Maintenant, j'estime que ton nom est sorti, alors qu'il y a des personnes plus compétentes qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur nom de sortie. Il m'a dit, moi, je vais faire la politique parce que je souhaite faire carrière en politique. J'ai dit déjà, ton pourquoi il est pas bon, parce que la politique, c'est un mandat, c'est pas un métier. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on a cette difficulté. Même quand je dis, si je gagne, je peux faire un seul mandat et je pars. Ils me disent, c'est ce que tu dis au départ. J'ai dit, moi, la politique, ça n'a jamais été ma vocation. Je suis peut-être doué en politique parce que j'ai cette capacité à prendre sur moi les coups et cette capacité à questionner l'adversaire pour lui pousser à répondre lui-même à ses questions. Et j'ai cette capacité, quand une question est très perturbante, de te dire, très bien Manon, la question que tu as posée, elle est vraiment pertinente. Cependant, c'est une bonne chose que tu parles de l'alternance politique au Congo. Mais toutefois, l'histoire de la politique congolaise, tout ça là, je suis en train de combler. Dans ma tête, je suis en train de créer la réponse. C'est pour ça que certains vont dire, il répond à tout. Non, si j'arrive pas, je te pousse à reformuler et je crée les réponses. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, il y a beaucoup de jeunes brillants. S'ils utilisent leur cerveau, ils peuvent même changer la réalité de leur leader politique. Parce qu'en vrai, des vrais au Congo aujourd'hui, ces anciens-là, ils ont besoin de la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse est brillante. Mais la jeunesse sans organisation, sans moyens financiers, dépendront toujours des anciens. Sauf que si les jeunes s'organisent, ils mettent les moyens financiers, ils mettent leur cerveau ensemble, ces vieux-là, ils auront un peu du mal parce qu'ils vont se dire qu'ils ont aussi la force financière. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, il faudrait que les jeunes Congolais et les non-Congolais comprennent que le député, il n'a que 3 rôles. Maintenant, un député qui a la capacité d'avoir un incubateur à côté de lui, c'est l'incubateur qui va créer des emplois avec la diaspora, qu'ils soient en Europe ou à l'extérieur du Congo, mais ça ne sera pas le député. C'est-à-dire qu'on va proposer des lois de façon à ce qu'ils aient un climat favorable d'affaires pour venir investir. Mais ce n'est pas aux députés de créer des emplois. À ceux qui disent le député donne de l'argent. Si un député gagne 10 000 $, il va donner de l'argent à toute sa commune. À un moment donné, s'il n'a plus d'argent, il va faire quoi ? Il va se mettre à voler l'argent dans les caisses de l'État. C'est là où je dis en fait, essayons de faire la politique autrement. Un député a dit, j'ai vendu ma voiture, qui avait été offerte par le gouvernement, je ne sais plus, la présidence ou je ne sais pas. Il vend la voiture, il fait un forage. Et il dit qu'il a donné de l'eau dans sa ville, dans sa commune. Il y a un jeune qui allait faire l'estimation de ce qui avait coûté les travaux. C'est 20% du prix de la vente du véhicule. Du coup, le reste de l'argent, il a fait quoi avec ? C'est là où je dis en fait, ce qui va peut-être défavoriser les acteurs politiques congolais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Parce que quand tu parles en janvier, on peut te ressortir la vidéo en décembre. Et du coup, si tu avais dit, c'est trop tard, les images restent. C'est pour ça que j'ai dit en politique aujourd'hui, il faudra essayer de parler peu. Essayer de faire ce qu'on est capable de faire ou pas. Quand c'est trop de promesses, j'ai fait une vidéo, je disais, si un candidat a 15 projets, il fait que 5 projets en 5 ans, c'est normal, il a fait au moins les 5. Et s'il en a 27 et qu'à la fin, il ne fait même pas les 27, et du coup, il a passé son temps à faire quoi en fait ? C'est des vraies questions qu'on doit se poser, mais le député n'a que 3 rôles. Il ne peut pas outrepasser ces 3 rôles. Il agira, moi en provincial, je vais agir que pour la ville-province de Kinshasa. On a des problèmes d'insalubrité, d'insécurité, des problèmes d'érosion, on a le problème de courant, on a le problème d'irrigation d'eau quand il pleut, ça devient un peu la baignade. On a aussi les constructions anarchiques. En fait, Kinshasa est déjà surpeuplé en fait. Sauf qu'on a une partie de Maluku qui est quasiment inhabitée. Et moi, je parlais même de décentraliser certaines administrations au Congo. Par exemple, les gens qui habitent vers Mongafula, leur faire une structure de la zone Mongafula. Comme ça les évite de tous se concentrer sur le boulevard. Mais ça, en fait, ça demande en fait de l'expertise. Parce que je me dis, si tout le monde descend au boulevard, ça crée des embouteillages. Mais ça, en fait, quand tu en parles, on va te dire, toi, tu crois que tu es un expert. Tu crois que toi, tu vas changer le Congo. Moi, je ne suis pas venu changer le Congo. Je vais faire ma part pendant mon temps et passer à autre chose. Mais maintenant, il faudrait que chaque Congolais définisse l'idéal congolais. On n'a pas l'idéal.
Parce qu'en fait, on nous ramène le tribalisme, on nous ramène l'intolérance. Je peux ne pas être d'accord avec une personne. Je l'ai fait tout à l'heure. Il y a un jeune qui m'a écrit « Je suis déçu que tu postules dans l'opposition ». J'ai dit en fait, ta perception de ce que je fais ne m'intéresse pas. Moi, je suis pas là pour l'intérêt personnel, je suis là pour l'intérêt général. Toi, tu souhaites faire carrière en politique. Ça, je ne vais pas dire ça sur Twitter. Mais je sais qu'il souhaite il souhaite faire carrière. Je lui dis, moi, je ne souhaite pas faire carrière en politique. Déjà, la politique congolaise, elle est très complexe. Il faut avoir les nerfs solides parce qu'il y a trop de bêtises. Maintenant, je lui dis simplement, ce que toi, tu penses de moi, ça ne m'intéresse pas parce que moi, j'ai l'intérêt général. Si j'arrive pas, j'arrive pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Contrairement à ceux qui sont hors du système, qui font que parler. C'est pour ça que j'ai à un moment donné, il faut oser. Si tu n'oses pas, c'est complexe. Maintenant, ce jeune-là, il fait partie des jeunes Congolais aujourd'hui qui ont un slogan qui dit ils sont du bon côté de l'histoire. Donc les autres Congolais sont du mauvais côté de l'histoire. C'est là où je dis en fait, même vos slogans, ils sont pas assez cohérents. Bah, c'est réel. Qui est du mauvais côté de l'histoire? C'est ça. Un Congolais qui se lève le matin à 4 heures, qui n'a pas l'argent de transport, mais qui va aller se débrouiller pour vendre des produits en ville, qui va devoir rentrer le soir peut-être sans transport, mais qui doit nourrir sa famille, qui ne va pas faire causer de l'insécurité, c'est quoi? C'est un Congolais qui est du mauvais côté de l'histoire. C'est pour ça que je dis, n'essayons pas de diviser le peuple, essayons de créer la cohésion nationale, parce qu'à ce rythme-là, avec certains discours, ça me fait un peu peur. Ouais, du coup, tu éclaires vraiment bien les choses. En tout cas, c'est une perception qui est quand même très enrichie. Donc, ça peut que pousser pour le moment, en tout cas, aller en ton sens. Tu as un peu pris le pas sur une question que je comptais poser, mais je vais quand même la poser. Dans le cas, ou en tout cas, je te le souhaite fortement, où tu es élu, est-ce que tu as des mesures phares que tu comptes mettre en place? Est-ce qu'il y en a une particulièrement que tu comptes mettre en priorité qui te... Après, en tant que député provincial, si je suis élu, moi, c'est l'éducation qui est le domaine qui m'intéresse le plus. Parce que si on a le contrôle sur l'éducation des jeunes Congolais, on a le contrôle sur l'avenir. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai grandi à une époque où on avait un cours qui s'appelait l'éducation civique et morale. Ce cours-là, aujourd'hui, a une pondération 1. Ce qui veut dire qu'on n'apprend plus la notion de la nation. On ne nous parle pas de nos tribus de façon à ce qu'il n'y ait pas de cette division tribale. Et on ne nous parle pas des valeurs du pays. Et on ne nous parle pas de l'idéal. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, si on met à cette matière une pondération 1, c'est parce qu'on a mis en place un système pour juste abrutir la jeunesse. Parce que moi, j'ai grandi à une époque où on ne nous disait pas t'es de quelle ethnie. On se définissait comme soit zaïrois ou soit congolais. Aujourd'hui, en fonction de ton nom, on va dire, ah lui, il vient de là-bas. En fonction d'une appartenance ou de défense des idées que tu auras sur les réseaux sociaux, on va dire, ah lui, c'est quelqu'un de l'autre côté. Pointer du doigt, ça me dérange. Parce que je dis toujours, nos différences sont une force. À chaque fois que je rencontre un Congolais d'une autre tribu, j'apprends de ses cultures et de ses valeurs. Sauf que cet échange-là est une force pour le Congo. Mais si on commence à se pointer du doigt, ça devient très débile. C'est là où je disais, on grandissait à l'époque en disant le pouvoir, faut pas le donner aux Louba, ceux qui sont au pouvoir actuellement. Mais c'est une croyance et une programmation belge qui avait dit que les Louba allaient nous diriger pendant une longue période au Congo. Maintenant, quand on grandit en disant que si on leur donne le pouvoir, ils vont faire n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, il y a des couacs, on dit quoi? On dit en fait c'était réel, alors que c'est pas réel. Parce que je dis, si tu as grandi avec des Louba ou des Swahilophones, des Congos autour de toi, est-ce que les comportements des préjugés qu'on nous mettait en avant, c'est ce qu'ils font tout le temps? C'est pas le cas. Mais quand on a ancré un préjugé qu'aujourd'hui on voit des faits se réaliser, on dit en fait ils sont tous pareils. Alors que c'est pas le cas. C'est là où je dis en fait ces croyances-là, on va essayer de déconstruire, pas avec les adultes, avec les plus jeunes. Parce que les adultes, ils ont déjà leur réalité, tu pourras pas leur faire changer d'idée, c'est quasiment impossible. C'est vrai. Dans cette perspective-là aussi, tu réponds encore d'une certaine manière, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le droit qui est en vigueur au Congo, tu estimes qu'il y a une source? Par exemple, ici en France, les sources du droit, on va dire, elles sont assez diverses, hein, mais on peut dire que c'est ce qui est produit par les juridictions, ça va être la loi, etc. La coutume, par exemple, elle n'est pas très considérée dans le droit occidental. Après, ça dépend. En France, en tout cas, on ne considère pas nécessairement la coutume. Est-ce qu'au Congo, il y a une source actuellement ou postérieurement, qui pourrait être considérée comme la source du droit?
Après, au Congo, les sources sont quasiment communes à la France. Maintenant, le droit coutumier au Congo, il devient un peu flippant parce qu'on peut même nominer des Chinois en tant que chef coutumier. Du coup, le Chinois, il connaît quoi de nos cultures et valeurs? C'est pour ça que je dis on s'est un peu perdu avec nos traditions, en fait. Parce qu'à l'époque, à une certaine époque, les chefs coutumiers avaient une place importante parce qu'ils réglaient certains conflits. Et du coup, ils se basaient sur quoi? Sur le droit coutumier. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que tu peux tomber dans certains villages, c'est un Japonais ou un Chinois qui est chef coutumier là-bas. Du coup, il va faire comment? Il va appliquer les traditions de chez lui ou les traditions du Congo. C'est très difficile. C'est pour ça que je dis, tant que les Africains ne se reconnectent pas avec nos croyances et spiritualités, on va avoir du mal. Il y a un professeur qui s'appelle Asconi qui disait qu'il faut se reconnecter à tout prix à nos croyances et spiritualités. Les autres, quand ils viennent chez nous, ils viennent avec leurs croyances et leur spiritualité pour prospérer. Mais nous, en tant qu'Africains, on veut prospérer avec les croyances des autres. Il y a même un cas d'un combattant qui va demander une malédiction à Fali sur la tombe d'un blanc en Belgique ou en France. C'est totalement caduque. Même pour se reconnecter, tu vas te reconnecter chez Richard le Grand alors que toi, tu es un Congolais. C'est un peu contradictoire. Ça prouve simplement qu'on ne maîtrise pas certains éléments, même les plus basiques. Par contre, lui, il a eu des personnes qui sont allées lui souhaiter malheur sur une tombe d'un ancêtre congolais au Congo. Donc lui, il doit faire attention peut-être parce que lui, ça peut se produire. Par contre, lui, sa connexion, elle n'est pas réelle. Du coup, il y a un point encore que tu soulèves et qui... Franchement, les choses, elles se font vraiment de manière naturelle parce que c'est des réflexions qui ont été faites par plusieurs politiciens, politologues en Afrique, de vouloir, et je crois que dans la nouvelle constitution malienne aussi, c'est ce qui a été envisagé, je ne sais plus si c'est en vigueur ou pas, mais de faire rentrer des chefs de village dans les institutions, donc que ce soit des institutions parlementaires ou même des juridictions carrément, pour redonner un peu de valeur à nos coutumes, tout simplement, à nos traditions, et aussi parce qu'il y a quand même une sorte d'organisation des collectivités territoriales, encore une fois, qui est calquée par rapport à ce qu'on a en Europe. Donc là, c'est une manière quand même c'est mon avis personnel, encore une fois, de pouvoir remettre un peu en valeur tout simplement nos provinces. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être généralisé, ou du moins dans le cas du Congo, c'est quelque chose de... Après, Steve Biko disait que tout ce qui vient du blanc est meilleur, tout ce qui vient du nord est mauvais. On a réussi par l'intégrer nous-mêmes. Nos valeurs, nos langues, nos coutumes sont mauvaises, alors que c'est pas mauvais. C'est pour ça que je disais, j'ai vu une vidéo d'une dame qui refusait de prêter serment parce qu'elle devait prononcer en arabe. Elle a refusé, le monsieur a insisté, elle est partie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas d'accord avec cette coutume-là. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, si on continue à négliger nos coutumes, ça devient difficile. Parce qu'avant, en Afrique, on avait un système collégial, où il y avait une représentativité de tous les courants ethnico-tribales du pays, dont les chefs coutumiers aussi faisaient partie. Mais maintenant, aujourd'hui, la transmission même des chefs coutumiers devient difficile. Moi, j'ai un ami, sa mère l'a intronisé chef coutumier à Paris. Parce qu'il ne pouvait pas aller au Congo, elle est venue jusqu'à Paris pour faire le rite. Mais elle a dit qu'elle se sent partir. Donc, comme elle doit, dans la tradition, le laisser à un de ses enfants, et c'est lui qui avait été désigné. Et lui n'était pas d'accord avec ça. J'ai dit, t'as pas le choix en fait. C'est des données qui sont nos croyances et nos habitudes, tu dois faire avec. Aujourd'hui, il m'a dit, comme elle m'a expliqué, elle a pris 6 mois pour lui expliquer, pour faire l'intronisation. Aujourd'hui, ils se sent à l'aise avec sa croyance, avec sa coutume plutôt, pas la croyance. C'est pour ça que je dis, c'est important de les remettre. Mais maintenant, on a des politico-politiciens. Est-ce qu'ils vont vouloir composer avec les chefs coutumiers parce qu'ils sont un peu plus traditionnels? Alors qu'on a des politiques qui ont souvent été en Europe, donc ça devient un peu plus complexe. Mais sans compromis, on ne pourra pas avancer. C'est exactement ça. Je vais te poser des questions un peu en vrac, mais c'est des questions qui ont été posées par ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Déjà, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux s'informer sur le Congo, premièrement de manière générale, et particulièrement sur la politique au Congo, vraiment de manière suffisamment précise pour pouvoir après restituer les faits? Après, sur la politique au Congo, de manière un peu triviale, il y a Twitter. Twitter des Congolais, c'est assez trivial parce qu'il y a tout courant politique, il y a un peu de tout. Il y a des personnes assez réfléchies. Après, il y a les personnes un peu qui sont des fans. Les fans, ils sont souvent dans l'émotion.
Après, pour avoir vraiment l'actualité congolaise, faut essayer de suivre certains journalistes, par exemple comme Kerwin Maïzo, qui est en Europe ici à Diaspora. Faut essayer aussi de suivre certains journalistes, mais qui sont des journalistes de l'Est du Congo. Parce que ceux qui sont un peu à l'Ouest et au centre, ils sont un peu, ils sont un peu financés par des acteurs politiques. Donc quand tu es financé, tu as plutôt une tendance à ne pas être objectif. C'est un peu difficile, c'est pour ça, ou soit ils suivent tous ces journalistes, après ils mixent l'information. Si c'est l'information, ils sentent que la tendance du leader du parti, du journal plutôt, est proche d'un leader commun, il va se dire qu'il aurait une tendance un peu bizarre. C'est parce qu'aujourd'hui le média congolais est financé par des acteurs politiques. Il n'y a pas une capacité de financement indépendant. Donc celui qui te finance, c'est celui qui te fait danser. C'est comme l'Union africaine et l'Union européenne. Maintenant, il y a aussi des pages congolaises qui essaient d'être un peu neutres, comme SLK News. Même si en ce moment, elle est un peu plus dans l'approche du docteur Denis Mukwege, mais en général, elle donne des informations assez claires. Après, il y a aussi un grand frère qui s'appelle Francis Kakonde, qui a une émission qui s'appelle Chez Francis Show. Il essaie de rester objectif. C'est devenu rare, parce que la mendicité fait que tu vas devoir, à un moment donné, si tu vas avoir des vrais matériels, tu vas devoir faire un compromis et donner un peu plus ta dignité. Sinon, après, il y a aussi des spécialistes géopolitiques comme Patrick Mbeko. Charles Nana qui écrit encore avec Holocauste. Il y a Patrick Mbeko, la théorie du chaos. Il y a des Patrick Mbeko, il fait même des lives pour essayer de vulgariser l'information. Il a fait un live la dernière fois avec Philippe Simon, il a fait un live avec Congo Synergie Club. Il essayait vraiment d'être accessible à cette jeunesse pour répondre aux questions que les non-congolais se posent. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire, la raison, c'est de propager l'information aux non-congolais. C'est ça. Quitte aux Congolais qui ne savent pas, c'est pas très grave, mais aujourd'hui, il faut que les voisins aussi savent pour qu'ils arrêtent de dire on n'était pas informés. Alors qu'aujourd'hui, l'information, on doit aller la chercher par nous-mêmes. Mais quand c'est pour les Congolais, ils seront informés, mais quand c'est pour les sujets sérieux, ils ne sont pas là. Bah, c'est la réalité. Parce que le cerveau, il est habitué à l'émotion, il n'est pas habitué à la réflexion. Donc, il faut rééduquer. Mais en tout cas, c'est toutes ces personnes que j'ai citées, mais, excusez-moi, il faut faire un croisement d'informations. Parce que chacun donnera l'information avec sa tendance. C'est ça. Maintenant, c'est à toi de collecter, de trier, de voir ce qui est nécessaire. Ou sinon, il y a aussi le rapport mapping, même si c'est des Nations Unies, mais bon, il faut quand même le lire des fois parce que dans ce rapport-là, il retrace les dates, les moments où des personnes ont été exécutées dans les massacres commis au Congo. Ouais, voilà, donc c'est que les instances internationales parfois savent faire leur travail. Une deuxième question qui, moi aussi, je me pose d'une certaine manière, parce que ça concerne Denis Mukwege. C'est vrai que d'un point de vue de non-congolaise en tout cas, par rapport à l'action qu'il a faite, il a même écrit un livre, Denis Mukwege. Okay. Il a même écrit un livre que j'ai lu et c'était intéressant, ça permettait vraiment de voir concrètement et même médicalement comment est-ce qu'on faisait en fait pour prendre soin tout simplement des gens qui subissent la guerre à l'Est. Donc pour information, il s'est présenté aux élections présidentielles. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une bénédiction pour le Congo, le fait qu'il se soit présenté au vu de ce qu'il a produit avant, ou au contraire, on pourrait considérer que c'est une malédiction? Bon, après, pour les travaux du docteur, beaucoup de respect, mais après, le docteur n'est pas politique. La politique congolaise nécessite d'avoir baigné dedans de façon à ce que tu sois prêt à encaisser toute la bêtise. Déjà, quand il a annoncé, il avait parlé de la théorie, il avait parlé du genre. Genre, c'est le droit de l'homme et de la femme, mais certains Congolais ont dit qu'ils parlent de la LGBT et tout ce qui est théorie de genre, alors que c'est pas le cas. C'est-à-dire le niveau de compréhension est complexe. Après, je pense aussi du fait que il ait reçu un prix Nobel, certains Congolais se questionnent sur son positionnement. Est-ce que c'est le candidat de l'extérieur? Est-ce que c'est le candidat du peuple, du Congo? Bon, maintenant, la question, c'est que la plupart des candidats ont quand même des liens avec l'extérieur. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'y a pas de bénédiction parce que l'homme providentiel congolais n'existe pas. Je disais même pour rigoler, si on donne la charge de tout le Congo au Dieu le créateur, il aura du mal à gérer. C'est pas un blasphème, c'est une métaphore.
C'est là où je dis simplement, il faudra quelqu'un qui maîtrise les enjeux. Après, le docteur a certes un cerveau qui maîtrise les enjeux, qui est dans son équipe, mais la technicité du terrain congolais, je pense que le docteur l'a pas encore. Donc ceux qui pensent qu'il pourra changer les choses, c'est comme je dis souvent, au Congo, on a un problème générationnel. Toutes ces générations-là, bon, le docteur n'a pas exercé à part faire son métier, mais toutes ces générations-là ont déjà exercé. À quel moment cette jeunesse pourra prendre les rênes de ce pays et tenter de faire ses propres erreurs? À chaque fois, on nous dit on n'est pas prêt. Je vais faire un parallélisme rapide. Il y a un chanteur congolais qui s'appelle Gali Garvey, qui a dit lors de la francophonie, est-ce qu'on a vu des jeunes chanteurs congolais chanter des moins de 30 ans? Il n'y en a pas eu. Qui représentait le Congo? Toujours les mêmes générations qui ont toujours été là. Est-ce qu'on est sérieux? Quelle est la place de cette jeunesse congolaise dans l'avenir du pays? C'est des questions qu'on se pose. Mais maintenant, après, les réponses aussi, on peut les avoir parce que cette jeunesse ne s'est pas organisée. Quand on ne s'organise pas, tu peux être le meilleur cerveau. Celui qui aura les moyens financiers va essayer de te convaincre de venir chez lui. Maintenant, l'élément qui va te pousser à aller chez lui, c'est si tu as la même idéologie que lui, si tu penses avoir ta place dans son parti, c'est comme ça que tu iras. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour le docteur Denis Mukwege, j'ai dit que je ne suis pas intéressé. Non pas parce que je ne respecte pas ses travaux, juste parce que j'estime que ce n'est pas un politicien. Et maintenant, si on le fait devenir politicien, tant mieux. S'il peut gagner, tant mieux. Et maintenant, la question c'est, le Congolais attend le Messie congolais. Il n'existe pas. Le Congolais aura peut-être un leader qui sortira de nulle part. On s'y attendra pas, on va dire, ah, lui sort d'où, bim, il arrive, il maîtrise tous les géostratégies, géopolitiques, il est patriote, il emmène le Congo devant. Et maintenant, on attend toujours ce gars-là. Ouais, mais il faut créer un leader. Il y a plein de Congolais qui sont des leaders dormants, qui dorment, qui regardent seulement comment ça se passe. Et le jour où ils vont se décider, c'est peut-être eux qui vont apporter le changement. Maintenant, chaque Congolais doit faire sa part pour le Congo de demain. Et les Congolais le font, mais de façon dispersée. Si on arrive à s'organiser pour avoir des résultats probants dans notre pays, c'est possible. Maintenant, on doit vaincre l'amour de soi, s'aimer entre nous, le manque de confiance et la jalousie. Tout le monde veut être le leader. Même ceux qui n'ont pas de compétences aujourd'hui au Congo, ils estiment qu'ils peuvent être le leader. Alors que si chacun reste à sa place, la société sera mieux organisée. Donc le docteur, courage, beaucoup de courage à lui et ses soutiens, mais après, bénédiction ou pas, je pense pas, parce que le Congo doit passer de la phase de bénédiction, on doit passer à la phase de l'expertise. Le Congolais, malgré sa situation, il te dira toujours, un jour Dieu va faire. Mais Dieu aussi, est-ce qu'il nous écoute encore? C'est ça la question qu'un petit m'avait demandé, est-ce que Dieu écoute les Congolais qui prient tous les jours? J'ai dit des fois, tu pries, mais tu pries une religion importée. Est-ce que quand tu parles en français, la personne qui t'a apporté la religion, le créateur, il écoute dans ta langue ou c'est comment? C'est difficile. Mais ce questionnement-là, il est difficile pour beaucoup de Congolais parce qu'on a un pays de croyants. Je dis toujours comment les pasteurs arrivent à prospérer et ceux qui vont à l'église, ils ne prospèrent pas. Moi, ma mère a participé à une église qui s'appelait Bima au Congo. Elle a donné beaucoup d'argent, elle a beaucoup participé. Et mon père était souvent pas d'accord parce qu'il était ingénieur de métier, il était rationnel. Il est du Congo central, donc ils ont leur croyance aussi du Congo central. Maintenant, quand ma mère est morte, ils étaient même venus encore qu'on leur donne de l'argent à l'église. Et mon père, elle a dit, mais là, vous êtes en train de faire n'importe quoi. C'est pour dire simplement que la croyance fait que le Congolais te dit toujours, un jour, Dieu va nous aider à nous en sortir. Pour chuter, j'avais dit, pendant que le Congolais dit un jour Dieu va nous aider, Israël est attaqué par la Palestine. Là-bas, ils sont en train d'utiliser des armes pour se défendre. Et le Congolais dit le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on est encore dans le discernement? On est totalement perdu. C'est ça les questions qu'on se pose. En tout cas, il n'y a pas de bénédiction. Le Congo a besoin d'un patriote qui maîtrise la géostratégie, qui maîtrise les enjeux et qui pourra faire des connexions avec les voisins panafricains. De façon à ce que le jour où le Congo prospère, c'est comme disait François Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Si le Congo prospère, ça devient le moteur de l'Afrique et le moteur du monde. Maintenant, on a beaucoup de conflits à venir comme les voitures électriques, Tesla. On a aussi la guerre de l'eau. L'eau a été cotée en bourse pendant le confinement, donc les réserves d'eau douce se trouvent en Afrique centrale, une partie au Congo. On a eu déjà un problème avec le Tchad qui voulait nous imposer de dériver un peu le canal de l'eau. C'est des problématiques endormies
qui vont être relevés bientôt si c'est pas traité pendant que c'est en train de monter en fait. Et tout ça en fait, ça nécessite de comprendre les enjeux de ce pays qui est un pays géostratégique, mais avec 9 voisins et 9 potentiels agresseurs. Quand je dis ça, les voisins ne sont pas contents, mais notre histoire nous prouve qu'à tout moment, tous ces pays-là essayent de nous déstabiliser. Et malgré ça, le Congo reste toujours un pays accueillant pour ses voisins. Donc c'est peut-être cette naïveté-là qui fait que les voisins pensent qu'ils peuvent marcher sur nous. C'est à peu près ça, mais le docteur n'est pas la providence congolaise. D'accord. On apprend vraiment beaucoup ce soir. Une autre question encore qui n'a rien à voir, mais qui est toujours une question qui a été posée. Est-ce que c'est judicieux de créer les États-Unis d'Afrique? Après, Cheikh Anta Diop parlait des États fédéraux d'Afrique. En fait, dans les États fédéraux, il parlait des potentialités de tous. En fait, il a fait un livre qui s'appelle Le fondement économique des États d'Afrique aussi, je pense. J'ai lu trop de ces livres, hein. J'essaie de ne pas mélanger. Mais dans ce livre-là, il parlait des potentialités de chaque pays africain et la capacité de le mettre en avant. Maintenant, des États fédéraux d'Afrique, ça peut être utile pour avoir des formes de défense mutuelle. C'est ce que le Mali est en train d'essayer de faire avec la Guinée et le Burkina. C'est-à-dire avoir des forces mutuelles en cas d'agression extérieure. C'est ce que nos amis de l'Europe ont fait avec l'OTAN, qui aujourd'hui est une branche pour essayer de piller les autres en face. Mais c'est parce qu'ils ont compris que les affrontements qu'ils ont vécus en Europe n'étaient plus utiles aujourd'hui. Quand l'Afrique veut le faire, on va dire c'est pas bon. Parce qu'ils savent que si on est solidaire, fort, unis, on devient forcément plus dangereux que quand on est divisé. Quand je vois Alassane Ouattara proposer à RFI de revenir, je me dis on a encore des personnes qu'on doit essayer d'évacuer sur le continent. C'est pour ça que je dis c'est utile de penser à ça dans un avenir, même si certains diront qu'on n'a pas les mêmes réalités. Est-ce que la France et l'Italie ont les mêmes réalités? Je pense que non. La France n'a même pas intérêt à ce que l'Italie soit dans l'Europe. La preuve, pendant le Coco 39, ils ont d'abord laissé agoniser avant de pouvoir intervenir. Sauf que s'ils avaient agonisé, ils n'auraient peut-être pas eu des cas au niveau de la France. C'est pour ça que je dis des fois on n'aura pas les mêmes intérêts, mais pour l'intérêt général, on doit se fédérer. Le panafricanisme a pour valeur solidarité, entraide, unité, promotion de l'Afrique. Cheikh Anta Diop pensait à ça il y a 62 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque de l'adapter au système actuel? C'est parce qu'on n'a pas des leaders qui veulent la cohésion. On a des leaders qui veulent rester des leaders suprêmes alors que l'Afrique nécessite un compromis entre leaders pour être les Me no feel look and pass. She give me eye contact. Oh baby, Jack, come on. Oh baby, Jack, give me this your love. Me I go show you love as long as you know with me, Joe. Your body must go kill him and I know mine to be one of them. Columbia body name I want to make my mind a rest. You better make her. You gonna my one side. You make me give number. Me no feel look and pass. She give me eye contact. Oh baby, Jack, come on. Oh baby, Jack, give me this your love.